Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo de fin d'année pour parler des attentes de 2024. Donc il y a des jeux qui sont en proto, des jeux que j'ai fait en VO, des jeux que j'ai tout simplement pas testé mais dont j'ai lu les règles ou que j'attends pour X ou Y raison. Donc voilà, on va faire un petit florilège de tout ça. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si vous ne l'êtes pas déjà. Et je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Et puis, le pouce bleu si vous aimez la vidéo, évidemment. Et on commence sans plus tarder avec une petite surprise pour moi. Je pense, si vous me connaissez un peu, un jeu Stone Meyer. Je suis pas le plus grand fan des jeux de Stone Meyer Game, mais celui-là, je sais pas pourquoi, il m'attire. Déjà, je trouve que le thème est vraiment très fun, des abeilles de l'espace qui se battent. Bon, a priori, de ce que je lis sur BGG, l'intégration thématique est pas hyper présente, mais quand même, je trouve que ça vaut le coup d'œil. On va voir des images du jeu un petit peu ici. C'est de la pose d'ouvrier, a priori. Beaucoup de gens reprochent le côté classique de la chose. Moi, ça me dérange pas du tout, évidemment. C'est pas un jeu de Jamie Steinmeier, donc ça me va, parce que j'aime à peu près aucun de ses jeux, hein, donc, donc voilà, ça c'est dit. En fait, ce qui m'intrigue sur le jeu, alors ça sort en janvier chez Matago. Ce qui m'intrigue particulièrement sur le jeu, bah, c'est déjà effectivement toute la thématique. Le fait que ce soit de la pose d'ouvrier, c'est quand même une de mes mechas préférées. Et puis, il y a des topics stratégiques sur le jeu déjà. Il y en a 7, je crois. Et j'ai tendance à trouver que c'est un bon indicateur en général de la rejouabilité d'un jeu et de son degré de variance. Donc c'est typiquement des choses que je recherche dans un jeu, et puis son degré de technique aussi au fur et à mesure des parties. Donc voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que je l'ai pas testé pour le coup, mais je devrais le recevoir normalement. Je suis assez curieux de voir ce que ça dit, et puis voilà. Sur celui-là, on va faire assez vite parce que j'en sais pas beaucoup plus. Un autre jeu sur lequel on va faire assez rapidement aussi, c'est Endeavor Deep Sea. J'aime beaucoup le premier, et son remake surtout, parce que moi j'ai fait que le remake qui est sorti chez Super Meeple il y a 3 ans, je dirais, peut-être 4, qui est vraiment très très bien. C'est une mécanique hyper simple. À base de tous les tours, tu prends un bâtiment, puis après t'as une sélection d'actions et tu peux aller poser des pions sur une map. Et quand tu fais des liaisons, bah, ça te débloque des trucs ou des points. Et quand tu poses ton pion, évidemment, tu débloques quelque chose aussi. En fait, c'est avec des pistes que tu débloques et qui vont te permettre plusieurs choses au fur et à mesure, acheter des bâtiments plus chers, avoir plus d'ouvriers, ce genre de choses, prendre des cartes plus impactantes. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est très interactif. C'est un jeu qui tourne très bien à 5 d'ailleurs. Et là, je suis très curieux de celui-là. J'ai l'impression, ouais, il en a parlé, il avait reçu un proto, mais en gros, visuellement, ça a quand même pas mal l'air de ressembler. En tout cas, il y a toujours ce truc des liens, comme dans un Endeavor. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Et puis, je sais pas, a priori, il y a un truc avec la profondeur. Au fur et à mesure, tu as une action d'exploration pour aller mettre des tuiles dessous, qui sont, je suppose, de mieux en mieux. Tu as un sous-marin, enfin, je sais pas, il y a une intégration thématique qui a l'air vraiment réussie. Ça a l'air de changer pas mal de choses. Moi, je suis très curieux du truc. Niveau des cartes, ça a l'air relativement proche, hein, là, pour le coup, du Endeavor d'avant. Mais voilà, je suis très curieux. C'est un peu une esthétique à la Underwater Cities. Je suis très curieux de celui-là. Je trouve qu'il a une super gueule sur le plateau et tout. Et je sais pas, avec ce truc de la thématique de l'exploration sous-marine et tout, j'ai l'impression qu'ils ont sorti un truc assez cool. J'ai vite fait vu les règles en vidéo. Bon, c'était une overview assez rapide, mais je suis assez confiant sur ce que ça va donner. Ça sort en 2024 chez Super Meeple. Malheureusement, il n'y a pas plus de précision. J'espère que c'est le premier semestre quand même, parce que c'est un jeu qui est attendu depuis un petit moment. Donc voilà. Euh, Très 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 chaud du Endeavor Deep Sea. Ensuite, un autre jeu. Alors là, bon, Anunnaki, c'est particulier parce que je pense que c'est le Luciani le plus décrié depuis un bon moment. C'est vrai qu'il y a pas mal de retours assez froids sur le jeu. Et là, pour le coup, c'est du Luciani donc il est avec Danilo Sabia, qui a fait un autre jeu avec lui dont je vais parler après. Mais ouais, là, on est sur de l'affrontement, a priori, avec du déblocage de pouvoir, des dieux, tout ça. Euh, il n'a pas pu s'empêcher, forcément, il y a des ressources et des simili-contrats, il y a une mécanique d'action qui a l'air assez rigolote, où en fait, tu poses ton pion sur une action, puis après, si tu te mets sur une action à côté,
sur ton plateau, ça va mettre des gemmes qui vont après te permettre de débloquer des pouvoirs. Donc tu as une incitation à chaîner tes actions dans un certain ordre. Est-ce que c'est pas trop limitant? Ça, je sais pas. Mais voilà, a priori, bon, le matos de Cranio, là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. On va parler dans notre jeu juste après aussi. Mais a priori, les retours sur le matos sont pas ouf. Bon, moi je m'en fous un peu, j'avoue. Mais je suis quand même très curieux parce que c'est Luciani. Je pense quand même que c'est un jeu 3-4. Je pense que les gens qui l'ont testé à 2, c'est très certainement pas du tout la bonne config. Mais voilà, moi je suis très chaud, comme vous savez, Luciani. J'ai lu un petit peu les règles. Il y a quand même pas mal de trucs qui ont l'air très intéressants. Donc au moins pour l'expérience de game design, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, moi, par curiosité intellectuelle de game design, je veux absolument y jouer. Ça a été repoussé, malheureusement, ça devait sortir en cette fin d'année. Mais ça arrive là, tout début 2024 chez Intrafin. Donc voilà, très très chaud de tester ça. On verra ce que ça dit, mais très chaud. Pour rester sur du Luciani, là, on va passer sur un petit cycle Luciani. Là, ça arrête pas. Pendant un an, on n'a pas eu de Luciani, et là, il y a tout qui sort. Donc là, il y a déjà l'extension de Nucleum Australia qui sort déjà. Ça, c'est quand même assez incroyable que ça sorte aussi vite. Bon, évidemment, c'est probable. Enfin, on a l'impression que c'est un peu comme sur Darwin, qui était sorti en Kickstarter, où le jeu de base a été développé en même temps que l'extension. Là, je pense que c'est la même chose. Sauf que comme le jeu n'est pas un Kickstarter, bah, du coup, ils le sortent plus tard dans le commerce. Voilà, nouvelle map. Il n'y a pas de nouveau plateau techno, malheureusement. Ça, j'aurais bien aimé, mais bon, je pense que c'est un peu plus long à équilibrer. Mais mine de rien, cette extension propose quand même pas mal de choses. Alors, j'ai reçu les règles en avant-première parce que je suis en contact avec Board and Dice, donc ça, c'est quand même cool. Donc, je connais les mécaniques. Euh, Il y a notamment en fait les deux nouveaux concepts réels, c'est les shipping lanes, donc c'est des chemins de bateaux tout simplement. La petite contrainte de ça, c'est que donc on a des bateaux maintenant et il y a une action bateau associée comme on voit ici avec une tuile. La contrainte de ça, c'est qu'on ne peut pas déplacer l'énergie par les bateaux, on peut déplacer les ressources. Donc le charbon et les nucléums, mais on ne peut pas déplacer le courant électrique évidemment à travers le bateau, ça n'aurait pas trop de sens thématique. Alors ça fait grave sens hein, sur le papier, mais je pense que du coup c'est un petit peu un bordel intellectuel à faire ces chemins, parce que c'est vrai que dans le jeu de base, comme on a tendance à prendre le même chemin pour l'énergie et pour électriser, en général on se prend pas trop la tête avec ça. Là c'est vrai que ça va demander un peu plus de gymnastique mentale sur les chemins. Ce qui, moi, voilà, c'est pas mon point fort, clairement. Mais bon, je pense qu'en s'habituant, ça va être cool. Et comme d'hab, hein, dès que tu as une nouvelle map, il va falloir s'habituer à tous les nouveaux patterns. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses différentes. Et je pense que ça va être assez rigolo. Et la deuxième nouvelle mécanique, c'est les mines de charbon. Donc là, on peut avoir ses propres mines de charbon. Et donc on peut, sur une action industrialisée classique, on peut poser un meeple dessus. Et après, dès qu'on est connecté, ben, on a un charbon gratos tout le temps. Et en plus de ça, quand on a récupéré la mine, on récupère le token. Et on peut faire des liaisons pour gagner des trucs en plus. Parce que je pense que du coup, en tant que tel, c'était probablement pas assez fort. Donc du coup, ils ont mis un bonus avec. Toujours donner des bonus aux joueurs, c'est important en termes de game design. C'est la philosophie Luciani, et moi j'avoue que je suis complètement là-dedans. Voilà. Je trouve ça très intéressant aussi parce que c'est vrai que sur le jeu de base, il y a des moments où tu te retrouves avec l'action industrialisée qui sert plus à rien. Notamment sur les mines de nucléum, quand tu les as toutes posées, bah, des fois tu te retrouves avec vraiment rien à faire en fait avec ton action industrialisée. Donc, notamment ça peut arriver dès le mid-game hein, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne alternative. Est-ce que ça va être cool en early? Peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que pour le coup, ça a l'air quand même d'être une action assez early game. Donc probablement, peut-être pour les bâtiments neutres ou les petits bâtiments, ça peut quand même être pas mal hein, pour le coup, parce que t'as quand même un charbon gratos, t'as plus qu'à te relier à un autre charbon ou en avoir deux et t'as un bâtiment de niveau 2 à retourner. Donc peut-être qu'il y a des strats avec ça avant la première recharge. On va voir, sachant que ça te donne des bons petits bonus. Hein, si t'en chopes deux, tu vois, tu chopes quand même deux thunes ou en revenus. Donc je pense qu'en early, ça peut être pas mal d'en choper deux directement. Surtout si tu as la petite tuile qui te donne une industrialisation pour moins en meeple, bah là, c'est totalement gratos, tu vois. Donc voilà. Après, bah, forcément, tu as une nouvelle map, donc ça va créer pas mal de nouveaux trucs, et ils ont mis des nouveaux contrats avec, voilà.
Si ça vous intéresse, ouais, non, je pense pas que j'ai le droit de partager la règle pour l'instant encore, mais voilà, je l'ai mis sur mon Discord en tout cas, et puis elle va pas tarder à être publiée, je pense. Donc voilà, mais bon, évidemment, je laisse plutôt Board and Dice le faire. Voilà, voilà. Donc très chaud, évidemment, ça arrive très tôt. Je crois que ça arrive, bah, c'est sorti parallèle entre Afin et Board and Dice, ça arrive en février, je crois, fin février. Donc voilà, évidemment, très chaud. Ensuite, on passe à un autre jeu qui va sortir chez Intrafin qu'on attend depuis un moment. Il devait sortir fin 2023, finalement il sort en 2024, il n'y a plus de date. Donc là, je suis un petit peu inquiet. Ça va, je suis pas trop inquiet. Alors là, pareil, j'ai un rapport assez particulier au jeu parce que bah, Dan, ma copine, est uruguayenne. Donc du coup, c'est un jeu qui est par un créateur uruguayen et qui se passe en Uruguay avec les vents, le Pampero, qui est un vent uruguayen. Et donc, c'est sur de la production d'énergie verte. Je mets des guillemets à partir de ça parce qu'évidemment, l'éolienne, elle n'a pas du tout été fabriquée avec de l'énergie verte, hein. Elle a été fabriquée à l'ancienne avec des mines. Des mines qui utilisent de l'énergie fossile, de l'exploitation de territoire, bon bref, vous connaissez le délire. Mais du coup, j'ai reçu le proto l'année dernière. J'en ai fait 3 parties. En fait, je voulais pas en faire plus parce que il y avait clairement des choses à régler sur le développement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a pris du retard. Mais j'aime beaucoup la philosophie du jeu. À la fois le plateau perso, comment tu débloques les choses, c'est vraiment très cool. La façon dont tu enchaînes les cartes actions aussi, vraiment très très cool ça aussi. J'aime beaucoup la mécanique de sélection d'action, est vraiment très sympa. Pareil, il y a un délire avec des recharges et tout, un peu à la Nucleum. Le plateau, j'aime bien aussi. Par contre, il y avait des soucis. Il y avait des soucis sur le plateau, sur l'interaction notamment. Il y avait des choses qui marchaient pas totalement, je trouve, notamment avec les contrats externes et tout. Enfin voilà, il y avait des choses que tu faisais vraiment que pour les objectifs, mais qui marchaient assez bizarrement, où tu pouvais vraiment te retrouver avec des strates qui étaient vraiment plus dominantes que d'autres, assez facilement. Et puis voilà, il y avait à la fois un espèce de problème d'équilibre d'ensemble et à la fois un petit problème d'interaction. L'interaction n'était pas assez dominante sur le jeu, soit pour que les joueurs aient envie de la faire parce que ça leur apporte quelque chose, soit parce que ça les contraint. Là, je trouvais vraiment qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre, on était un peu sur l'entre-deux. Ça, c'était un petit peu bizarre, mais je pense que c'est ce sur quoi ils bossent sur le dev, forcément. Je suis à peu près sûr qu'ils bossent là-dessus. C'est des choses qui peuvent totalement se régler en dev, soit en donnant plus de contraintes, soit en donnant plus d'incitatives aux joueurs à faire telle ou telle action, et puis en calibrant les récompenses que tu as, tout simplement. Donc voilà, c'est du gros boulot, hein, ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment du gros boulot parce qu'il y a beaucoup de mécaniques à imbriquer, mais le core gameplay est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, si le développement a pu être serein jusqu'au bout et qu'ils sont allés vraiment, qu'ils ont pris les bonnes décisions sur le dev, je pense que ça va être l'Euro 2024, très probablement en tout cas un des meilleurs Euros qui va sortir en 2024, parce que en termes de core design, c'est vraiment très très fort. Euh, Ça ressemble pas vraiment à des choses connues là non plus. Vraiment, notamment, là on le voit pas trop, mais la façon dont se débloque le plateau perso est vraiment hyper intéressante, quoi. En fait, voilà, tu dois les débloquer dans l'ordre comme ça. Et pareil, c'est marrant, je sais pas s'ils ont vu avec Nucleum ou quoi, mais t'as un peu maintenant que j'y pense, parce que ça, je l'ai joué bien avant Nucleum, t'as un peu la même mécanique où tu mets des tuiles en haut qui vont faire que tu vas débloquer les revenus. Donc ça, c'est quand même assez marrant. C'est probable. Bah, que l'un ou l'autre ait joué au jeu de l'un ou l'autre. C'est même fortement possible parce que c'est vrai que c'est assez bizarre que cette mécanique soit dans les deux. Mais voilà, vraiment, chaque jeu a sa particularité. Moi, j'aime bien les jeux avec de l'énergie aussi. Je trouve qu'il y a un truc assez satisfaisant là-dedans. Ça rappelle un petit peu Barrage, forcément, là-dedans, mais en termes de feeling de jeu, pas du tout. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus parce que j'attends vraiment de voir la version finale pour pouvoir en dire plus, mais c'est très très prometteur. Tous les amateurs d'euro, je vous conseille vraiment de le surveiller, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, bah, on reste sur Luciani. Bon, on n'était pas sur du Luciani là, mais quand même, on reste sur du Luciani. On revient sur du Luciani avec Rats of Wistar, que j'ai déjà en VO pour le coup. Celui-là, j'y ai déjà joué, je le possède. Et il est avec le même co-créateur que sur Anunnaki, donc Danilo Sabia.
Que dire? Bah, c'est vraiment, moi j'aime vraiment bien. C'est thématique choupinou. Tu es des souris, des rats et tu dois aller explorer la maison et le grenier. T'as une poste d'ouvrier vraiment très maligne. T'as 5 manches, 3 actions par tour. Évidemment avec des enchaînages d'actions et tout. Mais voilà, ça paraît, il faut vraiment bien décider comment tu attribues tes actions. Et au-delà de ça, tu as une mécanique assez intéressante qui est que tu peux envoyer des sbires, des ouvriers, on va dire. Alors, en fait, tu as ton ouvrier principal qui va déterminer l'action et tu as tes ouvriers secondaires qui vont déterminer la puissance de l'action. Et en fait, selon la zone sur laquelle ils sont, ils vont déterminer la puissance de l'action. Par exemple, là, je mets mon ouvrier ici, il y a deux ouvriers secondaires à côté, je vais faire une action de puissance 2. Et donc, tu as toute une mécanique de gestion de sur quelle zone les mettre, comment. Il y a des tokens pour les bouger, il y a des actions pour les bouger, mais des fois, t'es pas sur les bonnes actions. Tu vas absolument faire cette action, mais t'as pas tes ouvriers, t'as pas de moyen de les déplacer. Enfin, il faut l'anticiper en amont. C'est vraiment très très malin. Moi, j'aime beaucoup cette roue de sélection d'actions. Je la trouve vraiment très très bien. Il y a évidemment un blocage de ouf entre les joueurs aussi là-dessus. Et comme la roue tourne à chaque tour, il faut aussi anticiper. C'est une action que tu vas faire au tour d'après, et puis qu'il n'y a qu'une seule action dessus. Est-ce que ça serait pas le moment d'aller chercher la première place à ce moment-là? Enfin, ça paraît bête comme ça quand tu lis les règles et tout, parce qu'elles sont assez simples, mais c'est assez taquin. Et c'est un jeu où vraiment il peut y avoir un gros snowball, dans le sens où un gros effet d'enchaînement si les joueurs ne bloquent pas les bons axes et les laissent à un autre joueur, eh bien, il va faire ce qu'il veut. Et notamment, et c'est peut-être à la fois un reproche et à la fois, bah, il faut connaître le jeu en fait, mais l'exploration est vraiment dominante dans le jeu. Ça rappelle Darwin du coup. Mais l'action exploration est vraiment très très dominante dans le jeu. Tu peux pas laisser des gens jouer tout seuls dessus, sinon ils vont récupérer toutes les récompenses, toutes les ressources. Donc ça fait que eux, ils vont explorer, récupérer des ressources. Toi, tu vas récupérer des ressources à côté. Mais juste ça. Et donc, du coup, bah, ça va créer un effet d'engrenage qui va faire que ça va être très très compliqué. Donc voilà, il faut savoir qu'une grosse partie des ressources, tu vas les récupérer via les explos. En plus de ça, ça te débloque des choses sur ton plateau personnel qui sont hyper importantes. Donc voilà, et ce que j'ai pas dit aussi, au-delà de tout cet aspect euro, c'est que c'est la première fois que Luciani il fait un jeu avec vraiment des cartes euh, qui ont des symboles, qui ont des effets immédiats, des effets permanents, des effets endgame, des effets une fois par manche. Voilà, et c'est à la fois des cartes qui font ça et à la fois des disciples que tu peux mettre, voilà, c'est ces petites tuiles là qu'on voit, que tu peux mettre sur ton plateau qui vont faire des revenus éventuellement aussi. Donc voilà, c'est très très variable là-dessus. En fait, c'est marrant parce que tu as une base très euro, très classique Luciani, on va dire, même si elle a ses twists. Il arrive toujours à faire des twists dessus et ça c'est sa grosse force. Mais bon, il est avec à chaque fois des co-créateurs aussi, donc évidemment c'est l'assemblage des deux. Et avec un côté extrêmement variable des cartes et de la fête à la saucisse des cartes. Moi, je trouve que les deux se mélangent très très bien. C'est très bien, c'est pas non plus culte à la Ark Nova, clairement. C'est assez difficile de savoir pourquoi. Peut-être parce que l'explo est peut-être un peu trop dominante et donc du coup, au final, il n'y a pas tant d'axes de jeu que ça. Alors que ça pourrait donner cette impression-là quand on le découvre. Mais c'est vraiment très agréable, très variable. Une fois que tous les joueurs savent que l'exploration est vraiment importante et qu'il ne faut pas la laisser à un seul joueur, bah ça se régule très bien comme ça. Il y a une bonne marge de progression, hein. Moi, sur mes premières parties, je crois, je faisais dans les 90. Après, j'ai fait une partie horrible sans explo, à 70, 60, trucs comme ça, quelqu'un qui partit sur l'explo. Parce que le problème, en plus, c'est que si quelqu'un part sur l'explo et que toi, tu pars sur vraiment autre chose au début, et que tu te dis, je vais rattraper plus tard, non, tu rattraperas pas plus tard. Parce qu'en fait, il aura gratté tous les bonus au passage. Et toi, tu n'auras plus vraiment d'intérêt à aller faire l'explo, elle sera plus assez rentable en fait. Donc c'est aussi pour ça que je précise ça. Et puis après, une fois que vraiment, bah, c'est bon, t'as compris l'explo, t'es obligé vraiment de la faire régulièrement, un peu comme sur Darwin, hein. Sauf que sur Darwin, c'est peut-être plus évident. Et puis que tu commences à connaître les cartes et tout, là, les scores commencent vraiment à grimper. Et je crois que sur ma dernière partie, j'ai fait 150, peut-être même plus, je crois.
ce qui est quand même énorme comme différentiel, alors qu'avant j'étais aux alentours des 100 et je trouvais déjà que c'était un bon score, et en fait tu peux vraiment aller au-delà. Donc voilà, ça veut dire que c'est quand même un jeu qui est vraiment technique, qui a une bonne adaptabilité par rapport à ce qui sort. Il y a beaucoup de cartes, mine de rien, il y a beaucoup de symboles. Pareil, les symboles des cartes sont importants aussi pour faire les missions, qui est un truc hyper important. Et en fin de partie, bah, ces missions-là, quand tu arrives dans le basement, le sous-sol, c'est des missions qui te rapportent des meilleurs bonus, notamment sur ton plateau perso, et qui fait les classiques. Je pose une carte gratuite, je refais une action, et donc là, c'est la teuf. Donc c'est aussi pour ça que je dis que tu peux pas laisser les joueurs y aller tout seul, parce que les bonus, en fait, sont trop importants à la fois sur ton plateau et ceux que tu vas débloquer pendant la partie. Donc voilà, j'en ferai probablement une review, mais voilà, vous avez un petit avant-goût. Moi j'aime beaucoup. Si vous aimez Luciani, si vous aimez les cartes, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, encore une fois, le matos et l'édition Cranio, c'est un peu compliqué. Les ressources, elles sont minuscules. Le plateau a une forme extrêmement bizarre qui fait que cette roue qui tourne, bah, elle n'est pas calée au plateau, il faut que faut que tu la dévisses à chaque fois, que tu la ranges et que tu la revisses à chaque partie. C'est hallucinant en termes d'édition, j'ai jamais vu ça. T'as des topics entiers sur BGG pour ça. Bon voilà, moi vous savez, je m'en fous, la qualité d'un jeu prévaut, mais c'est quand même marrant et ça permet de râler un petit peu et de rigoler avec les potes quand tu sors le jeu en mode regardez ce qu'ils ont fait quoi. Donc voilà. Ensuite, un autre jeu dont bah, j'avais parlé, j'ai beaucoup parlé de Sleeping Gods, celui d'avant, parce que c'est un nouveau. En fait, je savais même pas, j'ai découvert ça, je me suis connecté sur un site belge sur lequel je me connecte régulièrement, et Golden Meeple, pour savoir un peu les nouveautés en import et tout. Et là, je vois ça, Sleeping God Distant Sky, je suis là, mais c'est quoi? C'est une extension? C'est quoi? Non, c'est un nouveau standalone, je vais voir les avis dithyrambiques, tout le monde dit c'est le jeu de base en corrigé. Déjà que j'ai bien aimé le jeu de base, mais effectivement, je trouvais qu'il y avait des corrections à appliquer, notamment sur la durée de la campagne. Les défauts commençaient vraiment à plus se montrer. Mais voilà, vous avez vu ma review, n'hésitez pas à aller dessus. Ça reste un jeu que je trouve fort, fort, fort recommandable. Et ben du coup, on l'a commandé avec ma copine. J'ai dit, bon, 120 balles, c'est cher, mais voilà. J'ai dit, vas-y, on commande. On a fait 50-50. Donc, je l'ai à peine reçu. J'ai lu les règles. Elle est partie en Uruguay, donc on n'a pas pu jouer encore. Mais voilà, ça a l'air mortel. J'ai vu les changements de règles. J'adore la thématique, le graphisme et tout. Enfin, voilà. J'ai déjà envie d'y aller dedans. J'ai envie de m'immerger là-dedans. Ça m'a rappelé des sessions qu'on a fait sur le premier. On a fait des sessions avec la pluie de 4 heures d'affilée sans s'en rendre compte. Voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux qui procurent ça. Et moi, je suis impatient d'y replonger dedans. En plus, avec ces changements de gameplay qu'ils ont fait, qui ont l'air fort judicieux à la lecture des règles. Et a priori, des retours BGG, a priori, c'est assez unanime chez tout le monde. Donc voilà, je suis méga hypé. Je sais pas si Lucky Duck, je suppose qu'ils vont le faire, mais je sais pas quand. Il n'y a pas eu d'annonce dessus. J'étais le premier surpris quand j'ai vu la VO déjà sortir. Mais voilà, je suis archi chaud. Et je vous en parle bah, dès que je l'ai fait, en fait, tout simplement. À mon avis, on va s'y atteler assez rapidement parce que ma copine m'a parlé que de ça aussi dans les nouveautés reçues. Donc je pense qu'on va faire ça très très rapidement, quoi. Ensuite, je vais parler d'un jeu français. Et je vais pas pouvoir montrer grand chose à part la jaquette parce que pour l'instant, il n'y a que la jaquette qui a été révélée. C'est le prochain Lupiano et Mangoré qui sort chez Soraya French, oui, chez un éditeur français incroyable. Je suis pas du tout fan de Lupiano en temps normal. Mangoré, bah oui, quand il fait des trucs avec Luciani, donc notamment Darwin, et Newton d'ailleurs aussi, qui a l'air très bien, que j'ai toujours pas testé, mais on va y revenir. Euh, eh bien, j'ai pu tester une version assez avancée du jeu. Eh bien, c'est beaucoup mieux que les Lupiano habituels. Déjà, en fait, le jeu, il est assez atypique dans le core design. C'est à la fois de la pose d'ouvrier. Tu as des modules que tu vas mettre à chaque partie, 3 modules qui vont changer et qui vont à la fois changer une action de base du jeu, on va le dire comme ça, et des cartes que tu vas pouvoir avoir, parce que oui, il y a des cartes. Et puis, il y a toute une pose de bâtiment sur une map ronde. C'est très dur d'expliquer le jeu sans montrer les images, mais bon, voilà, j'essaie. Et tu as tout un système de domination sur la map, et aussi où tu peux mettre un ouvrier qui va t'activer toute une rangée.
Et tu as des ouvriers de couleur aussi en plus qui vont du coup, quand tu poses la bonne couleur sur le bon emplacement de pose d'ouvrier, qui va t'activer une action bonus. Et évidemment, c'est ce que tu recherches. Mais tes ouvriers vont aussi servir à aller dans tes bâtiments qui sont sur ton plateau perso. Une fois que tu as posé le bâtiment sur la map, tu peux y mettre des meeples dedans et ça va te faire des revenus, des pouvoirs, ce genre de choses. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment déjà assez atypique. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mécaniques la manière dont elles sont agencées sont assez peu habituelles, notamment le contrôle de territoire du jeu et la manière dont tu peux poser des meeples sur le plateau, c'est assez atypique. Et en même temps, il est assez velu, je trouve, à appréhender, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut pas dire qu'il y a énormément de règles, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le jeu. Et il y a pas mal de contraintes un petit peu partout qui sont très thématiques. Par exemple, sur les panneaux solaires et tout, il y a des moments où tu vas pas pouvoir acheter les cartes parce que le niveau d'énergie commun est pas le bon. Donc du coup, il va falloir mettre des panneaux solaires pour pouvoir le remonter. Mais les gens vont pouvoir prendre le panneau solaire pour aller construire parce que tu peux pas construire si t'as pas une zone alimentée en énergie. Voilà, je vous ai fait un petit peu un des cheminements mentaux que tu peux avoir dans le jeu. Donc il est vraiment très taquin. Il y a beaucoup d'imbrications dans le jeu. C'est pas un jeu dont on peut vraiment légitimement parler après une partie. Mais en tout cas, il est extrêmement bien développé et ça se sent direct. Vraiment, tout fait sens dans le jeu et tout est vraiment tendu dans le jeu. T'as pas ce truc de vraiment. T'as cette impression de complètement craquer le jeu après une partie, ce qui arrive souvent chez les Lupiano d'ailleurs. Ne serait-ce que Zapotec par exemple, qui a un modèle de ça, qui a un bon core design, mais qui est complètement craqué après une ou deux parties. Là, c'est extrêmement pas le cas, c'est beaucoup plus expert. Et puis en plus, avec ce truc des modules qui changent à chaque fois et qui te changent quand même une règle assez significative à chaque fois, je crois qu'il y a 9 modules si je dis pas de bêtises. Je n'ai joué qu'avec les 3 modules de base parce que c'est déjà bien assez d'infos à assimiler pour bien comprendre le jeu. Je dis pas que les règles sont très complexes, je dis juste que le jeu est complexe à aborder et à comprendre comment le jouer, bien le jouer entre guillemets. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très cool. J'attends d'en faire plus. Malheureusement, ça sort qu'en SN, donc il y a du temps, clairement. Le travail d'édition va sûrement être très bien, comme d'habitude avec Sorry War French. Donc voilà, clairement, dans les éditeurs français, là, dans les gros oraux, qui sont vraiment faits par des studios qui ne sont pas des localisations, c'est clairement probablement celui que j'attends le plus. Et voilà, et c'est cool de voir qu'il y a des auteurs italiens en plus qui sont quand même assez connus, qui ont leur légitimité, qui viennent signer chez un studio français. Ça veut bien dire que le dev chez ce studio assuré par Mathieu doit être de qualité, hein, sinon il l'aurait pas fait. Et en termes de feeling, je trouve qu'il y a un petit côté Mombasa et un petit côté Lacerda dans le côté pas mal de mécaniques très thématiques, mais qui créent pas mal de contraintes aux joueurs. Et effectivement, ça, c'est clair, c'est pas la partie dont je suis le plus fan forcément. Mais comme il y a la partie Fister à côté, et qu'il y a une grosse partie poste d'ouvrier et tout aussi, qui sont totalement ma cam pour le coup, du coup, le jeu a vraiment un crossover qui est assez intéressant. Et voilà, j'ai envie d'en voir plus et d'en faire plus. Ensuite, on va passer à Black Rose Wars Rebirth. Alors, pourquoi je l'attends? J'ai pas joué au premier, mais le premier déjà m'intriguait beaucoup. Là, a priori, c'est une espèce de reboot, remake du premier. Pareil, devait sortir fin d'année chez Intrafin, il sort que début d'année prochaine. C'est à la fois de la figurine et du jeu de cartes à la Magic, donc je suis assez intéressé par le crossover. A priori, il y avait pas mal de problèmes d'équilibre dans le premier, mais il était quand même très bien coté. A priori, les mécaniques étaient vraiment bien, mais il y avait des soucis sur le dev. Là, a priori, tout ça a été résolu. On le voit sur la note BGG d'ailleurs, hein, les gens sont assez enthousiastes dessus. Bon, après avoir, il n'y a que 130 commentaires évidemment, mais voilà, je suis très curieux de voir la version vraiment finale de ce jeu qui a l'air assez massif. Et je comprends, vu le nombre de cartes et vu la difficulté à développer ce genre de jeu, qui a sûrement eu des problèmes sur la première version. Mais voilà, je suis très curieux de voir cette version avancée, de me plonger dedans et de voir ce que ça vaut réellement. Donc voilà, ça c'est début 2024 chez Intrafin. Ensuite, on passe au jeu de cartes. Donc là, il va y avoir un duo. Donc là, c'est le retour des CCG
À mon plus grand désarroi, parce que c'est pas le modèle économique dont je suis le plus fan, donc les CCG, c'est les jeux de cartes à collectionner. Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Lorcana récemment. Et c'est totalement le retour en grâce de ce style-là. Bah, on le voit avec le carton absolu de Lorcana, dont le thème aide évidemment, mais a priori le modèle économique à base de boîtes de booster à 140 balles à acheter, ça n'a pas l'air de beaucoup freiner les gens. Donc voilà, si on veut jouer à un jeu de cartes en 2024, malheureusement on n'a pas trop le choix. Mais du coup, bah, l'offre est en train de devenir assez pléthorique parce que là, cette année, il y a en mars, il y a Star Wars Unlimited qui sort chez FFG et il y a Altered qui sort, donc le Kickstarter sort le 30 janvier et qui va sortir l'été. Et c'est un jeu français. C'est par le fondateur, l'ex-fondateur de Libellude, qui a vendu Libellude à Asmodée et qui, du coup, avec cet argent, a monté Equinox et qui fait Alter, son projet un petit peu de passion, qui est un jeu de cartes à collectionner aussi. Donc on va parler un petit peu des deux parce que clairement les deux sont deux très grosses attentes. Alors les deux, j'ai pas le même niveau de connaissance sur les deux parce que Star Wars Unlimited, j'y ai déjà joué. En fait, je teste déjà des decks sur le net, comme vous pouvez voir, il y a une plateforme sur le net qui permet déjà de tester des decks. Donc il y a à la fois un site pour aller les choper et à la fois une plateforme pour les tester. Malheureusement, c'est que contre des IA. Donc voilà, c'est... En fait, on a le goût, on a la saveur, mais on n'a pas la vraie puissance du jeu encore comme ça. Mais moi, je trouve qu'il est très prometteur et c'est marrant parce qu'il partage des choses en commun avec Altern. Là, on est vraiment dans le CCG post-Lorcana, je trouve. Même si évidemment, c'était des jeux qui étaient en développement depuis bien longtemps, bien plus longtemps, mais on sent que voilà, c'est des jeux qui ont été développés un petit peu avec la même philosophie, où le but est que les règles soient vraiment très simples, très inspirés de Magic, mais avec leur propre twist. Et, euh, et avec ce système de ressources non contraignants. Donc ils ont tous un système de ressources assez proche. Et c'est marrant parce que Altered et Star Wars ont exactement le même. Tu pioches deux cartes et tu mets une carte en ressources à chaque tour, point barre. T'es évidemment pas obligé de mettre une carte en ressources, mais il n'y a pas le phénomène de ancrer les cartes comme à l'Arcana, où il y a des cartes que tu peux utiliser en ressources, d'autres non. Qui est plutôt intéressant aussi, je trouve, c'est deux philosophies différentes. Mais là, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de piocher deux cartes parce que du coup, ça te laisse plus de choix. Je trouve qu'à l'Arcana, il y a quand même un côté. Alors, l'Arcana, je vais en parler. J'ai joué très peu, mais je suis pas mal la méta. Je suis des vidéos. Je sais pas pourquoi. Je fais jamais ça sur des jeux que je joue pas. Mais celui-là, je suis la méta et tout. Je trouve qu'il y a un côté quand même. T'as assez peu de pioches et tout, à moins de jouer vraiment des decks méta, genre la chanson qui te fait repiocher ta main et tout. Moi, je trouve ça un peu débile ce genre d'effet. Je préfère un peu plus être dans donner des cartes aux joueurs régulièrement. Donc là, par exemple, tu pioches deux cartes à chaque tour et je trouve que ça te donne plus de possibilités. Altered va faire la même chose. Et basiquement, tu as un leader que tu vas pouvoir qui a un pouvoir pendant la partie et que tu vas pouvoir déployer à un autre moment avec un pouvoir plus fort. Et en fait, chaque leader va se déployer avec un stade différent. Genre, si t'as 5 ressources, si t'en as 6, si t'en as 7, selon leur puissance. Genre, Dark Vador, il se déploie qu'à 7. Mais évidemment, il y a des moyens de faire plus de ressources. Tu builds des decks qui font plus de ressources plus rapidement. Voilà, moi je le trouve vraiment très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la charte graphique du jeu, mais moi je la trouve terrible. J'aime beaucoup. J'ai un soft spot sur Star Wars. Je mate pas tout, mais je sais pas, l'univers, il y a un truc qui est ancré en moi, qui est très puissant chez moi sur l'univers Star Wars, voilà, qui m'appartient totalement. Et je trouve que ce qu'ils ont fait avec ce côté design à la Moebius, très BD années 80 et tout, je trouve ça vraiment trop stylé. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Là, je la trouve trop stylée cette carte. Enfin voilà, je suis un petit peu amoureux de manière un peu irrationnelle sur le jeu parce que je sais pas vraiment ce que ça fait de jouer contre un humain. Le jeu ne sort qu'en mars et pour l'instant il y a la moitié des cartes, je crois une très grosse moitié, mais on sent qu'il y a vraiment le potentiel du premier set qui est là et il est énorme. Vraiment, moi je trouve qu'ils ont fait pour un premier set, t'as l'impression déjà d'avoir un jeu très complet, avec beaucoup d'effets, beaucoup de choses très différentes, t'as déjà beaucoup de leaders. Donc voilà, là, mon petit chouchou du moment, c'est ce petit deck Dark Vador, là, que je trouve vraiment excellent. Et en plus, c'est du CCG, mais le modèle économique, il a l'air un peu mieux que l'Orcana. Bon, il a l'air. En tout cas, les starter decks sont cool.
Ils vont coûter, tu paies 35 euros et tu as un deck de base Dark Vador, un deck de base Luke Skywalker. Je trouve que c'est deux leaders qui ont l'air d'être déjà très très solides, très méta. Et en plus de ça, il y a beaucoup de cartes très méta dans leur deck. Je trouve que tu as une vraie sensation de jeu en jouant avec ces decks de base, qui n'est pas le cas de plein d'autres jeux. Lorcana par exemple, hein, pour en citer qu'un. Donc c'est 35 euros déjà pour avoir une expérience de jeu satisfaisante. Et après, bah, les boîtes de booster, elles sont 109 au lieu de 140. Après, il y a moins de rares. Mais est-ce que tu as besoin d'autant de rares dans celui-là que dans l'Orcana? Je sais pas. C'est dur à dire à l'heure actuelle parce que je sais pas trop quelle est la rareté des cartes. J'arrive pas trop à savoir. Voilà, là, on voit qu'il y a un petit icône en bas. Mais je sais pas trop. Il est censé y avoir des peu communes, des rares, des légendaires, je crois. Il y a 4 niveaux de rareté. Mais je sais pas trop comment ça se situe. Par exemple, là, Palpatine, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une méga légendaire ou pas. Bon, je suppose que oui, hein. Il est vraiment beaucoup trop fort. Mais voilà, au pire, en imprimoire des proxys, m'en bats les couilles, ça me saoule. J'ai pas envie d'acheter des cartes à 40 balles. Et puis après, pour les tournois, il y aura bien des gens qui se les prêteront. Voilà. J'ai déjà d'ailleurs imprimé des decks, hein. J'ai déjà commencé au moins des starters pour faire tester les gens vite fait. Moi j'aime, franchement, je suis déjà à moitié amoureux du jeu. Je sais pas si c'est rationnel. Je trouve que les mechas sont vraiment cool et tout, mais sans avoir joué avec des vrais decks contre des humains. Donc j'ai joué avec des vrais decks, mais pas contre des humains. C'est difficile à dire, mais des retours que j'entends, a priori, des gens qui jouent contre des humains, ils ont l'air d'être très satisfaits du jeu. Donc voilà, moi c'est vraiment une très 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 grosse attente parce que j'en peux plus de plus jouer à des jeux de cartes en fait. C'était toute ma vie pendant des années et maintenant, bah, comme les LCG sont morts, mes jeux de cœur, Netrunner et Warhammer Conquest sont morts, bah j'ai pas eu de remplaçant et j'avoue que parfois ça me manque. C'est un peu une drogue pour moi. Donc voilà, je pense que je vais m'y mettre de manière un peu irrationnelle là-dedans. Et en même temps, gros dilemme parce qu'il y a Altered qui sort en même temps. En plus, c'est français. Là, j'en sais un peu moins. J'ai lu les règles. J'en ai parlé avec Régis, donc le fondateur. Et j'ai vu les petits decks qu'ils ont mis. Donc, il y a des decks que vous pouvez vous imprimer. Donc, ça, c'est cool, qui sont en print and play et tout. Malheureusement, c'est pas les starter decks. C'est des decks plus limités. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a que 30 cartes. J'étais un peu déçu. Je les ai imprimés. On va voir ce que ça dit. Je voulais les tester assez rapidement. Et là, on n'est pas dans une dynamique de confrontation. On est dans une dynamique où il faut avancer sur une map en gros. Il y a des tuiles au milieu et avec je crois, montagne, mer et forêt. Et en fait, tu mets des cartes d'un côté et de l'autre. Et tu vas faire par système de majorité, tu vas voir si ton pion va avancer ou pas et hein, essayer d'empêcher ton adversaire de faire avancer son pion. Et moi, je trouve que vraiment la grosse force du jeu, en tout cas la lecture des règles, et de ce que j'entends aussi des échos et des gens qui kiffent le jeu, c'est ce système de réserve. C'est-à-dire tes cartes, elles jouent, et puis après, elles partent à la réserve, mais tu peux en garder que deux. Donc le reste va partir à la défausse. Et en fait, tu vas pouvoir jouer des cartes de ta main ou de ta réserve. Et des fois, elles ont des coups différents. Genre, il y a des factions qui vont beaucoup plus jouer sur la réserve. Genre, pour la poser, elle coûte 3, mais pour la jouer de ta réserve, elle va coûter que 1. Et en plus de ça, tu as des effets aussi de cartes qui sont dans la réserve que tu peux tracher pour faire un effet déco, ils appellent ça. Donc ça, je trouve ça hyper malin. Le fait d'avoir à la fois une partie du jeu de l'adversaire qui est cachée et une partie qui est visible et qui est même carrément rejouable en fait. Et lesquels tu peux vraiment jouer. Je suppose qu'il y aura des effets où tu peux. Ouais, il y a des effets où tu peux bannir des cartes de la réserve et tout aussi, donc qui correspond presque à de la défausse quelque part. Puis c'est une faction où vous jouez vachement là-dessus, ça peut être fort. Donc il y a 6 factions, il va y avoir plein de leaders. Après, il y aura un modèle économique beaucoup plus sain aussi, avec un système de QR code sur les cartes. Euh, tu peux demander des impressions sur une plateforme. Il y a une plateforme qui va qui va gérer les transactions et tout. Tu es plus limité sur les rares que tu peux mettre dans le deck. Il y a plein de rares qui vont être uniques. Donc, du coup, une valeur qui va pas être méta, entre guillemets. C'est pas comme sur un jeu où il y a un consensus général qui dit que cette carte est super forte et qu'elle est légendaire. Et donc, du coup, son coût va grimper parce que bah, tous les gens, t'as une grosse majorité de gens qui jouent ce type de deck avec cette carte. Là, comme il y a des cartes qu'il y a une personne qui va avoir, parce qu'il y a des cartes uniques qui vont être générées aléatoirement, évidemment dans un certain cadre, hein, mais du coup, bah, il y a peut-être des gens qui vont dire, putain, ça c'est trop fort et tout, mais voilà, il n'y a qu'une seule carte de ça, donc il y a peut-être quelqu'un, il s'en fout dans son deck et puis il va la vendre à 5 euros, alors qu'en fait, c'est une carte qui potentiellement, sur un jeu normal, elle vaudrait beaucoup plus, donc...
Donc voilà, je pense que ça peut créer un modèle plus sain, on espère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, c'est vrai que graphiquement, pour le coup, on sent qu'ils cherchent plus à attirer le public casu. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Moi, c'est une charte graphique, à part ça j'aime beaucoup. Mais je sais pas, ça me parle un peu moins, je trouve ça un poil générique, je veux pas dire ça de manière trop péjorative, mais voilà, ça fait vraiment dessin un peu entre ado et adulte. Moi, c'est vrai que j'aime bien les chartes graphiques un peu plus adultes, mais je comprends ce positionnement. Et puis là, cette illustration-là, je l'aime beaucoup. Ils veulent créer un jeu plus positif. Voilà, moi, je suis pas forcément très fan de tous ces termes-là, mais je comprends la démarche. En tout cas, il y a une démarche un petit peu, inspiration un peu Miyazaki et tout, je pense, dans le fond derrière ça. Ça me fait un peu penser à Earthbound Ranger, qui avait ce côté un peu aussi, t'es pas là pour te taper sur la gueule, t'es là pour vivre une quête et faire une aventure. Là, quand même, tu te tapes dessus par proxy, c'est-à-dire qu'en vrai, t'as des créatures dans des zones qui vont viser des majorités. Moi, je trouve que c'est un peu une manière détournée de créer du duel. Mais voilà, dans la tête des gens et thématiquement, ça a peut-être une résonance différente, en tout cas pour le public qui joue peut-être moins aux jeux de cartes. Et puis voilà, en plus, faut pas oublier qu'il y a une grosse partie du jeu de cartes, je pense, des jeux de cartes à collectionner, qui achètent des cartes pour collectionner, pour se faire un kiff d'acheter un booster de temps en temps, voir des belles cartes. Voilà, moi c'est vrai que c'est un truc que je comprends pas du tout, mais a priori, il y a beaucoup de gens qui font ça pour en avoir discuté, parce que c'est un peu un monde étranger pour moi, mais pour en avoir discuté bah, avec les gens, bah, notamment par exemple avec Régis, des gros joueurs, et puis des gens qui vendent ce style de jeu, des boutiques et tout, bah en fait, il y a une grosse partie des gens qui font vivre ce genre de jeu qui sont autour de la collection et puis de l'ouverture un peu des boosters, de s'offrir des boosters et tout. Donc voilà, pourquoi pas. Donc du coup, c'est vrai que le positionnement graphique est hyper important. Voilà, moi c'est clairement pas la raison première pour laquelle je le jouerais, mais maintenant je suis hyper intrigué, maintenant que j'ai lu les règles et que j'ai commencé à avoir quelques decks, je suis hyper intrigué. Euh, Normalement, je vais y jouer avant le Kickstarter le 30 janvier, donc j'en parlerai plus à ce moment-là. Et j'ai une interview du fondateur Régis qui en parle plus en détail, qui va arriver en janvier. Donc voilà. Ensuite, et là, c'est un jeu dont j'aimerais parler, enfin, que je voulais mettre, mais que finalement, bah, je le mets parce que j'en parle là forcément, mais qui est une déception. C'est un peu ma déception de 2024 avant l'heure, c'est Kutna Hora. Boris, tu en fais beaucoup trop sur ce jeu. Voilà, dire que c'est meilleur que Nucleum, c'est pas possible. Voilà, petite attaque. Tu peux répondre dans les commentaires, bien sûr. Voilà, j'en ai fait trois, j'ai plus envie d'en faire. Je trouve ça trop minimaliste, en fait. Je trouve que ces GE, ils sont sur une très mauvaise passe depuis l'année dernière. Ça me fait penser, dans une moindre mesure, à Deal with the Devil, mais avec une idée de ouf, mais qui au final se concrétise de manière hyper pauvre. C'est-à-dire que là, l'idée de ouf, c'est un système économique fluctuant en fonction de ce que posent les joueurs. Tu poses une mine de charbon, bah, le cours du charbon va diminuer. Mais du coup, bah, ça crée un truc pas très satisfaisant déjà, bah, que tu as l'impression de creuser un petit peu ta propre tombe. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, même si évidemment, du coup, tu peux construire d'autres bâtiments pour refaire monter et tout. Mais je sais pas, il y a un truc pas pas très évident pour un Eurogamer. Et puis, au-delà de ça, finalement, cette partie-là représente pas tant que ça. Parce qu'en vrai, le vrai core design du jeu, c'est juste poser des bâtiments. La mécanique de sélection d'actions, c'est juste des cartes que tu poses devant toi. Waouh, tu peux en poser 5 par tour, 5 par manche. Voilà, et puis tu as trois actions pour poser des bâtiments, donc au final, tu as un nombre d'actions vraiment très très limité. Core design, c'est vraiment les bâtiments. En gros, tu as trois actions pour poser des bâtiments, une pour réserver une tuile, une pour poser un emplacement, une pour poser un bâtiment. Voilà, ensuite la pose de bâtiment, en plus, ça fait des points en fonction de correspondance de symboles de couleur. Autant vous dire que ça m'excite pas du tout, du tout, du tout. Et puis après, du coup, ils ont été obligés de rajouter un peu quelques éléments autour. Par exemple, là, l'action mine. Ça, là, moi, je l'aime bien pour le coup. Peut-être que ça, là, elle était prévue déjà dans le core design. Mais ça, là, je l'aime bien. T'as des majorités sur les lignes et puis ça te fait monter le charbon. Ça fait une manière un peu alternative de créer des productions autres que les bâtiments. Sinon, il y aurait que les bâtiments. Ça serait quand même assez pauvre. Mais je trouve ça quand même un peu pauvre de toute façon. Et puis après, ils ont été obligés de rajouter une action auxiliaire qui est cette espèce de cathédrale là, qui a des actions soit cool, soit complètement broken, soit naze. Ouais. Donc c'est pas si mauvais, hein. Là je souffle parce que
Parce que je suis très déçu en fait. Je suis très très déçu. Je trouve que la hype autour du jeu est complètement. Enfin, il n'y a pas vraiment de hype en fait. Les premiers retours des ricains et tout étaient complètement douche froide et tout. Et en fait, il y a commencé à avoir une hype via les influenceurs français et belges. Moi, je trouve ça complètement pas mérité. Je trouve que c'est vraiment un jeu très très pauvre. Tu construis juste des bâtiments, tu fais des associations. T'as un système économique rigolo, mais sur lequel t'as zéro contrôle. Voilà quoi, c'est whatever, j'ai envie de dire. Par contre, c'est dommage, il y a une édition qui est magnifique. J'adore ce qu'ils ont fait, parce que c'est un cadre historique. Kutna c'est une vraie ville de République tchèque et tout. Je me suis fait chier, la règle est trop bien faite. Ça, CGE, c'est les rois de la règle, ils sont trop forts, ils arrivent même à te faire lire des trucs thématiques pendant que tu lis la règle, tellement que les règles, elles sont trop agréables à lire, c'est fou. C'est incroyable, ils sont vraiment trop trop forts, vraiment. Les éditeurs prenaient exemple sur les règles CGE. Pour moi, c'est la norme de l'industrie, très clairement. Donc c'est génial, et même sur la façon dont ils arrivent à te faire lire de la thématique dedans. Donc voilà, c'est une vraie ville qui a existé. Donc du coup, cadre historique qui pourrait être un peu chiant. Et du coup, c'est sur l'exploitation du charbon et de l'argent. Ils ont découvert de l'argent et ça a créé toute une économie et tout. Donc le jeu est vraiment basé sur un truc thématique assez puissant, mais qui peut être un peu historiquement boring. Mais du coup, ils ont compensé ça par voilà quoi, c'est magnifique quoi. T'as des espèces de reflets métallisés, t'as un truc à la fois, c'est hyper moderne, les tokens sont trop bien. Enfin, je sais pas, vraiment, c'est l'anti-cranio par excellence. C'est du travail d'orfèvre, c'est ouf. C'est ouf, c'est excellent, c'est trop beau, c'est trop bien pensé, c'est trop original, je trouve, d'avoir à la fois ce côté un peu, cette thématique un peu old school et en même temps avoir joué sur des associations de couleurs comme ça, des trucs métalliques et tout. Enfin, moi j'adore quoi, c'est vraiment absolument brillant et donc je suis encore plus déçu de ne pas aimer ce jeu parce que vraiment j'ai envie d'y jouer rien que pour l'édition et ça m'arrive pas souvent, vous me connaissez. Mais voilà, je suis extrêmement déçu par la pauvreté intrinsèque du corps design du jeu en fait quoi. Je trouve que le corps design du jeu est beaucoup trop pauvre. Donc voilà, malheureusement, bah, ça sera un gros pass pour moi, mais voilà, testez-le quand même, on sait jamais, mais vous attendez pas des miracles, en tout cas, n'ayez pas un degré d'attente comme le mien. Les gens qui disent que c'est le meilleur jeu de l'année 2023, essayez de vous calmer sur ce genre d'attente, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, c'était un petit taquet pour Boris au passage. Boris, je te salue évidemment. Voilà, je sais pas combien elle a duré, je pense qu'elle a été assez longue, mais voilà, profitez de moi parce que vous n'allez pas me voir pendant un moment. Je pars 3 semaines en Uruguay, fin de semaine, donc voilà, ça sera ma dernière vidéo avant mi-janvier. Donc profitez-en, des gros bisous pendant les fêtes. Allez sur la boutique partenaire Golden Meeple, si vous reste encore des choses à acheter, évidemment. Et puis là, le début de l'année, comme je vous ai dit, jusqu'à mars, il y a quand même des trucs qui s'annoncent assez cool. Moi, peut-être que vous pourrez me voir à Cannes, forcément. On en reparlera évidemment, mais je serai là et je serai là pour la Coupe de France d'Arc Nova aussi. Donc venez et puis ça serait cool. On va vraiment chercher à ce qu'il y ait du public qui puisse suivre la Coupe de France cette année, à la fois en vidéo et à la fois en présentiel. On est en train de bosser dessus. C'est pas évident parce que Cannes, ils nous aident pas beaucoup là-dessus. Vraiment, l'organisation de tournois à Cannes, c'est une vraie galère. Je vous fais des gros bisous, le pouce bleu, abonnez-vous. Et puis passez de bonnes fêtes tout le monde. Ciao.